Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur France 3 Alpes. Il est midi, l'heure de l'actualité en Isère et dans les Deux-Savoie. Voici les titres. 2 voitures réduites à l'état d'épave par un char blindé. La scène est plutôt inhabituelle et a provoqué la stupeur de leurs propriétaires, des habitants de Saint-Laurent-du-Pont en Isère. Le chauffeur du véhicule militaire de retour de manœuvre se serait assoupi au volant. Il n'y a heureusement aucune victime. Être papa quand la séparation intervient dans le couple, en avons-nous toujours le droit? C'est la question que nous aborderons avec nos 2 invités, Pierre Besson, papa et membre de l'association Père Enfant Mère, et Sabrina Lebon, organisatrice d'une conférence sur le sujet cet après-midi à l'IUT2 de Grenoble. Et puis côté météo, toujours du grand beau, une ambiance estivale avec des températures qui grimpent encore, propices à sortir les mollets. Il fera très chaud cet après-midi, entre 27 et 30 degrés. Mais d'abord, à des milliers de kilomètres de nous, le Népal vient d'être touché par un nouveau séisme de magnitude 7,4. La secousse s'est produite à 12h35, heure locale, provoquant la panique dans un pays, vous le savez, déjà dévasté par un premier tremblement de terre. C'était le 25 avril dernier, une catastrophe qui a déjà fait plus de 8000 morts. L'aéroport de Katmandou est fermé. 4 victimes avant de nombreux autres sont déjà recensées. Et justement, à Saint-Martin-d'Air en Isère, l'ISTER, l'Institut des sciences de la Terre, spécialisé dans la recherche en géologie, géophysique et géochimie, étudie cette région particulièrement propice au phénomène. Écoutez les explications de Michel Bouchon. Il est sismologue et directeur de recherche et nous parle du caractère particulièrement rare de la situation, car il ne s'agit en effet pas d'une réplique, mais bien d'un nouveau séisme. Il est interrogé par Nathalie Rapuc-Mulac. On a la Chine ici, le Népal, c'est ici, et l'Inde ici. Et tout ce qu'on a en rouge, toute cette bande qui va suivre tout l'Himalaya et la base de l'Himalaya, c'est la bande où la plaque qui descend sous le Tibet est bloquée. Et donc, elle ne joue que par grand séisme. Qui s'est passé un gros séisme suivi d'un autre sur la zone successive de la même faille, eh bien c'est assez classique. Voilà, et ce nouveau séisme intervient alors que le pays compte toujours ses morts et ses disparus, victimes de la première secousse. Parmi eux, 6 trekkers rhône-alpins, dont un Isérois et un Haut-Savoyard. L'annonce officielle de leur mort a été révélée hier par un simple communiqué sur le site du ministère des Affaires étrangères, provoquant la colère de leur famille. Les explications avec Aude Henry. Il n'y aurait donc pas eu de contact direct avec les familles. C'est par un simple communiqué du Quai d'Orsay que les 6 trekkers rhône-alpins ont été déclarés morts. Guillaume, Florence et René Dutrève, Dorian Curmy et Julia Merle, Irène Dubouloz. Leurs photos avaient été publiées sur les différentes pages Facebook dédiées aux personnes disparues au Népal depuis plus de 2 semaines. Ils vivaient dans le Beaujolais, dans l'Ain ou encore en Haute-Savoie. S'étaient donné rendez-vous à Katmandou le 20 avril, puis étaient partis en randonnée dans le parc national du Langtang. Le 25 avril, cette région est totalement dévastée par le séisme. Des recherches y sont alors engagées avec des secouristes espagnols. La France, elle, n'envoie qu'un guide de haute montagne pour tenter de retrouver les disparus rhône-alpins. Les proches s'en émeuvent et lancent même une pétition. Il est alors question de les recevoir au Quai d'Orsay. Au lieu de cela, ils ont appris la mort de leur famille et de leurs amis, sans même un message personnalisé. Manuel Valls était en visite hier à Lyon. Plusieurs temps forts pour le Premier ministre. Des visites au programme et puis une signature, celle du contrat de plan État-région. Un contrat signé pour 5 ans pour un montant de 2 milliards d'euros en faveur de grands projets structurants. Avec en première ligne les transports ferroviaires, 1 milliard d'euros de dotation qui devrait permettre par exemple de résorber le nœud ferroviaire lyonnais, d'améliorer la desserte de l'agglomération genevoise ou la liaison Aix-les-Bains-Annecy. La régénération des petites lignes TER est également au programme, sans oublier, bien sûr, le Lyon-Turin. On poursuit avec cette étude. Quel visage aura la Savoie en 2040 ? Eh bien, l'INSEE, l'Institut national de la statistique, rend public aujourd'hui le fruit de ses travaux sur l'évolution démographique du département. Et vous allez le voir, les résultats sont plutôt contrastés. Le détail avec Nicolas Danco.
Dans les années 2000, la Savoie a connu une forte croissance démographique comme l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Deux facteurs principaux l'expliquent, des arrivées plus nombreuses que les départs et un excédent de naissance sur les décès. À ce rythme, l'INSEE table sur une croissance annuelle soutenue de 0,6% entre 2010 et 2040. Sur cette période, la population du département, qui s'élevait à un peu plus de 416 000 habitants en 2010, devrait gagner près de 3 000 habitants par an en moyenne pour dépasser les 500 000 en 2040. Sans surprise, cette évolution est portée par la dynamique de l'aire urbaine de Chambéry. La capitale savoyarde et sa couronne concentrent 60% de la population sur un quart de la superficie du territoire. Son université, par exemple, lui permet de conserver une population jeune. À l'est, deux territoires de montagne, la Maurienne et la Tarentaise, forment une vaste zone rurale qui rassemble moins de 100 000 habitants sur 60% du département. Et paradoxalement, les effets de l'attractivité touristique sur le prix du foncier risquent de freiner leur évolution, même si la Maurienne bénéficiera du chantier Lyon-Turin. D'ailleurs, dans ce département touristique, un logement sur 3 est une résidence secondaire contre 1 sur 10 en Rhône-Alpes. Enfin, en Savoie comme partout en France, la croissance du nombre de ménages reste soutenue, plus de 2000 par an. Ils seront près de 245 000 en 2040, mais leur forme change. D'ici 30 ans, l'enjeu sera de loger des personnes seules, souvent âgées, qui devraient constituer plus des 3/4 des ménages savoyards supplémentaires. Dans l'actualité ce matin, il y a aussi ce vol à main armée à Échirolles, en Isère. Ça s'est passé à 10h30 à l'espace Comboire. 3 hommes cagoulés armés de fusils à pompe ont fait irruption dans le magasin Easy Cash. Ils ont forcé les clients à se coucher au sol. Les malfaiteurs ont pris la fuite avec des bijoux. La police est actuellement toujours sur place. Et puis en Isère, toujours stupeur dimanche soir dernier dans la commune de Saint-Laurent-du-Pont, témoin d'un accident de la route plutôt inhabituel. Un véhicule blindé de retour de manœuvre est en effet subitement sorti de la route, écrasant littéralement au passage deux voitures, heureusement vides, qui stationnaient là. Récit et témoignage avec ce reportage de Xavier Schmitt et Didier Alban. Le choc a été terrible. Une carcasse et une épave, c'est tout ce qu'il reste des deux voitures de la famille. Fanny vient récupérer ce qui peut l'être. Elle est encore choquée par l'accident. Il s'est produit juste devant son domicile dimanche soir vers 19h30. Le blindé de l'armée s'est déporté sur la droite le long de la route où étaient garées les voitures. Ça fait un gros boom, donc on s'est demandé un peu ce qui arrivait. Et en fait, on s'est aperçu que les voitures n'étaient plus devant chez nous, donc on est sortis pour aller voir. Et là, première voiture complètement écrasée et seconde beaucoup plus loin, encastrée à l'arrière et à l'avant. Que vous a dit le conducteur? Ils s'étaient assoupis au volant. Donc voilà, ils étaient un convoi et le premier s'est assoupi au volant et puis voilà quoi. Le convoi militaire rentrait de manœuvre. Le service de communication de l'armée ne souhaite pas faire de commentaires. Seule information, ce type de véhicule est assimilé à un poids lourd et peut donc rouler sur les routes. Mais selon les propriétaires des voitures accidentées, aucun constat n'a été établi. Et Fanny, coiffeuse à domicile, ne peut plus travailler. Voilà, et petite précision, sachez que c'est la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Pont qui se charge de cette procédure de constat d'assurance. Il y a du monde sur le plateau du Journal des Alpes. Deux invités m'ont rejoint, bonjour, pour parler du droit des pères quand intervient la séparation. Alors Sabrina Lebon, d'abord, vous êtes étudiante juriste à l'IUT2 de Grenoble et co-organisatrice d'une conférence sur le thème qui se tient cet après-midi. À vos côtés, Pierre Besson, bonjour. Papa et membre de l'association Père, Mère, Enfant. Alors d'abord Sabrina, pourquoi en tant qu'étudiant l'envie de s'investir pour le droit des pères? C'est venu de quoi? C'est venu de notre étude en droit de la famille, en fait. On a abordé aussi le droit des mères, mais très peu la question du droit des pères. Oui. Donc, venir faire une conférence pour approfondir le sujet et voir toutes les connaissances qui en découlent en droit des pères et voir justement qu'il n'en existe pas tant que ça. Et quasiment beaucoup moins que les droits des mères, qui est automatique pour un enfant, mais pas si évident pour les pères. Alors justement, vous êtes papa, est-ce que vous avez fait ce constat malheureux d'une justice qui n'est pas toujours équitable finalement? Oui, nous assurons des permanences tous les jeudis. Nous recevons des parents qui viennent parler de l'exclusion dont ils sont victimes et du fait qu'ils sont coupés de leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent quand on est papa finalement? À quoi est-ce qu'on va se heurter dans cette problématique-là, dans cette organisation de la vie de tous les jours? Bien, je pense que la plupart des pères ne veulent pas plus qu'un week-end sur deux. Par contre, une minorité qui cherche à s'investir plus dans l'éducation de leurs enfants
rencontrent des difficultés sur le domaine de la santé, sur le domaine de l'éducation et sur le domaine du temps qu'ils souhaiteraient passer avec leur enfant autant avant la séparation, si possible. Mais ça veut dire que la loi n'est pas adaptée aujourd'hui quand on est un papa et qu'on réclame plus que ce week-end sur 2, ça ne marche pas? Il y a tous les préjugés de la société qui disent que la mère est plus apte à s'occuper de l'enfant, qui jouent contre la démarche du père qui voudrait maintenir la moitié du temps avec ses enfants après la séparation. C'est une impression que vous avez eue aussi, vous, en vous plongeant dans cette loi. Il en manque une partie où elle est déséquilibrée? Il faut dire que la loi de 2014, la loi sur la famille de 2014, qui prenait justement pour la résidence alternée, n'est toujours pas appliquée en son plein. À l'heure actuelle, il y a 82% des droits de garde qui sont automatiquement attribués à la mère, 12% au père et 10% seulement en alterné. Donc ça ne permet pas aux pères d'effectuer effectivement leur éducation aussi et leur lien avec leur enfant. Alors quels moyens il vous reste? Quels moyens il reste au papa finalement quand on veut aller contre ça? On a connu des situations extrêmes, on a tous en tête évidemment les pères perchés, ça c'est effectivement le dernier recours, mais qu'est-ce qu'on a comme moyen finalement? Eh bien s'il n'y a pas de communication entre parents, s'il y a le conflit, à part des voies judiciaires, le problème c'est qu'en France il n'y a pas cette médiation obligatoire qu'il peut y avoir en Allemagne à Cochem, où au bout de 3 mois, la question est réglée. En France, on peut arriver jusqu'à 3 ans, 50 procédures pour essayer d'avoir une résidence alternée, par exemple. Est-ce qu'on est plus fort quand on est en association? Parce que finalement, c'est ce qui se passe le plus souvent. Il n'y a plus trop de papas isolés, ça ne marche pas. Donc est-ce qu'on est plus fort? Bien, je pense qu'on bénéficie d'un écoute et d'un soutien à la fois téléphonique et à la fois physique dans les permanences, toutes les semaines à Grenoble, par exemple. Donc déjà, ça accompagne et ça permet que cette souffrance soit quelque part partagée et d'avoir un point de vue où il y a des parents qui souffrent encore plus et des enfants qui sont encore plus coupés que son cas personnel. Donc ça permet de relativiser. Rapidement, Sabrina, cette conférence, elle peut faire évoluer les choses, changer les choses? Ça fait partie de ce que vous aimeriez? Ce qu'on aimerait, oui, c'est faire aborder la question plus haut au niveau de l'État et au niveau du droit des pères et de l'application de leurs droits. Alors je rappelle que cette conférence débat elle a lieu cet après-midi à 13h à l'IUT 2 de Grenoble, place Doyen-Gosse. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Une conférence sur le thème « Être papa, en avons-nous encore le droit ?» On poursuit avec cette information à présent à découvrir plus en détail sur notre site internet. La voiture du jeune militaire disparu depuis samedi vient d'être retrouvée dans le secteur d'Argentine en Savoie. Le jeune homme était parti faire un trek. Un appel à témoins a été lancé. Plus de détails donc à lire sur notre site internet alpes.france3.fr. En montagne, toujours, c'est une longue bataille que mène depuis 14 ans déjà l'association Mountain Wilderness. Débarrasser nos montagnes des installations obsolètes qui vieillissent. Friches industrielles, agricoles ou touristiques, 3000 ont ainsi déjà été recensées. Parmi elles, tout proche de nous, la station de ski de Saint-Honoré, juste au-dessus de Grenoble. Une problématique au cœur de notre rubrique montagne, préparée par Françoise Gay et Vincent Abran. Regardez. Le décor est somptueux. L'Aubiou, le Grand Ferrand, le Tabor, la chaîne du Vercors. Perchés à 1500 mètres d'altitude au-dessus de la Mure, des bâtiments intriguent par leur côté incongru. Bienvenue à Saint-Honoré, station de ski fantôme. Les stigmates du passé sont partout. Ici, donc, c'est sur un parking, mais en haut, en face, sur la montagne, on voit des pylônes qui sortent des pentes, des flancs des montagnes, des gares de départ, des gares d'arrivée qui sont absolument abandonnées, les câbles qui pendent sans que rien soit fait. Ce type d'aménagement, laissé à la dérive du temps, Mountain Wilderness le traque inlassablement depuis 2001. Pour l'association de protection de la nature, il s'agit d'installations obsolètes. Alors les installations obsolètes, ce sont des aménagements en montagne qui ont été abandonnés, qui ne servent plus et qui n'ont plus d'être dans un milieu qui est fragile, unique. On a recensé à peu près plus de 3000 installations obsolètes dans les Alpes, qui comprennent donc des friches industrielles, agricoles, aussi militaires sur les restes des conflits de la Deuxième Guerre mondiale, et comme ici, des friches touristiques ou des stations de ski. Des stations qui, comme Saint-Honoré, ont cru en l'or blanc. Bâtiments abandonnés, bâtiments jamais terminés. Ici, dans les années 80, un projet ambitieux de 1500 lits est conçu pour relancer le canton après la fermeture des mines de charbon.
Malfaçons, détournement de fonds, manque de neige, la station ne fonctionnera que quelques années. Plein sud, 1500 mètres d'altitude, les modifications climatiques commençaient à poindre, mais l'argent, à mon avis, l'argent facile a un petit peu mis une certaine fièvre, la fièvre de l'or blanc, si on peut dire. Et les choses ont été mal pensées dès le départ, quoi. Pollution visuelle ou toxique, danger pour les hommes et pour les animaux. Que faire de ces cicatrices dans la montagne? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Pas grand-chose dans cet état-là, si ce n'est le raser. Qui doit s'en occuper? Qui doit payer? Qui est responsable? En l'absence de législation, Mountain Wilderness organise chaque année des opérations de nettoyage, comme ici dans le parc du Mercantour. À ce jour, plus d'1 millier de bénévoles a permis l'évacuation de 350 tonnes d'aménagements obsolètes. Et ce travail de fourmi porte ses fruits. Peu à peu, les mentalités changent, du côté des aménageurs comme des politiques. On s'aperçoit, comme par exemple pour les téléskis du col du Lautaret, pour le téléski du col des Guérins, dans les Hautes-Alpes, ce sont les collectivités qui, après notre étude, nos sollicitations, ont mis en place un chantier et ont procédé eux-mêmes par l'enlèvement des installations. Ce petit coin de Matésine sera-t-il le prochain chantier de Mountain Wilderness? Au pied du Tabor, tout reste à faire pour qu'on ne parle plus d'installations obsolètes. Au milieu des appartements à vendre, certains habitants apprécient leur cadre de vie. Saint-Honoré station n'est plus, Saint-Honoré village d'altitude reste à inventer. On s'intéresse à présent à une croyance populaire héritée du Moyen-Âge. Nous traversons actuellement la période des saints de glace depuis hier et jusqu'à demain. Saint Pancrace, Servet et Boniface apportent souvent la glace. Voilà pour le dicton. Une idée qui fait débat chez les jardiniers et fait plutôt sourire les spécialistes de la météo. Cédric Picot et Didier Alban. C'est une discussion qui revient dans les jardins tous les mois de mai. Faut-il avoir peur des saints de glace? Saint-Mamère, Saint-Pancrace, Saint-Servet, 3 jours de printemps où le sol pourrait encore geler. La crainte, c'est ça, c'est qu'il y ait des gelées au saint de glace. Voilà. Donc c'est une tradition de veiller à ces 3 jours-là pour éviter les gelées. Sur des plants petits, c'est important. Si les plants sont plus grands, ça passe. Les saints de glace, il y a ceux qui y croient et les autres. Par plus de 25 degrés, certains préfèrent garder les pieds sur terre, ou presque. Je ne suis pas très croyant dans les petites astuces de jardinier, mais bon, par exemple pour les histoires de lune, par contre, j'ai un ami agriculteur qui m'a dit que son grand-père lui avait dit qu'il ne fallait pas planter pendant les 3 jours de nouvelle lune. De toute façon, la réponse est forcément dans le ciel. Venus du Moyen-Âge, les saints de glace marquent la fin assurée du gel de la Terre dans la partie est de la France. Une date qui serait largement avancée par le réchauffement climatique. Si on met en regard l'actuel climat qui a évolué ces 30 dernières années, il faudrait alors, je dirais, avancer un peu les saints de glace plutôt à la date du 1er mai, puisque en moyenne en France, du moins quand on se situe en plaine, il n'y a pratiquement plus aucun risque, même dans nos climats alpins, à 200 mètres d'altitude, après le 1er mai. Sur l'ensemble du XXe siècle, il n'a gelé que 13 fois en France au mois de mai. Et cette année encore, les saints de glace laisseront du répit aux jardiniers. D'ici à mercredi, le temps devrait rester ensoleillé avec des températures proches de 30 degrés. Voilà, donc vous l'avez compris, pour le gel, c'est plutôt mal parti puisque cet après-midi, c'est bien l'été qui s'installe dans notre région. Allez, une image impressionnante avant de refermer ce journal, une image de cyclisme. Ça s'est passé hier après-midi lors de la 3e étape du Giro d'Italie entre Rapallo et Sestri Levante. Une chute violente, celle de Domenico Pozzovivo de la formation AG2R La Mondiale. Le coureur souffre d'un traumatisme crâno-facial grave. Aucune lésion, heureusement, mais des plaies profondes au-dessus de l'œil droit. Conscient et lucide, le coureur a déclaré n'avoir aucun souvenir de l'accident. La course se poursuit aujourd'hui avec une étape de 150 km de la moyenne montagne entre Chiavari et La Spezia. C'est la fin de ce journal des Alpes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet alpes.france3.fr. Ce soir 19h, c'est Daniel Despins que vous retrouvez d'ici.